Retour dans la semaine de l'écho, je suis toujours en compagnie de Pierre Briançon, chef du bureau de Paris au magazine Politico, Raquel Garrido qui est membre de France Insoumise et puis donc soutient Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, également auteur du Guide citoyen de la 6e République, et Denis Jacquet, cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation, auteur de Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. Bernard Cazeneuve a fait son discours de politique générale cette semaine. Le nouveau Premier ministre a défendu le bilan économique de François Hollande. Il soutient une Europe ouverte mais pas offerte. Alors priorité à la lutte contre les travailleurs détachés et à un plan d'investissement européen de 500 milliards d'euros d'ici à 2020. Je vous propose de l'écouter et on en débat ensuite. Nous finalisons actuellement, en lien avec nos partenaires européens, la révision du code frontière Schengen. L'Europe doit apporter des réponses plus efficaces à la crise migratoire en conjuguant davantage qu'elle ne le fait solidarité et responsabilité. Je crois, comme beaucoup d'entre vous, à l'Europe ouverte, mais je refuse l'Europe offerte. Les accords commerciaux doivent garantir la loyauté des échanges, la réciprocité dans l'accès aux marchés publics, la prise en compte des normes sociales et environnementales. Pierre Briançon, une Europe ouverte mais pas offerte, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on n'est pas quand même dans un retour aux frontières aujourd'hui? Pour celui qui a inventé la formule, oui, donc j'imagine qu'il est pas mal, mais autrement sur le fond ça veut absolument rien dire. Absolument rien dire. L'Europe ouverte, oui, on voit bien à peu près ce que c'est. L'Europe offerte, c'est aucune définition de ce qu'est. Il sous-entend que l'Europe serait trop ouverte à l'étranger, aux importations. C'est faux. L'Europe est un marché intérieur fort entre ses principaux membres, mais elle a absolument tous les moyens qu'il faut pour se défendre, même s'il y a de l'amélioration à trouver contre les actions anticoncurrentielles, que celles viennent de Chine ou des États-Unis d'ailleurs en matière de protectionnisme, notamment sur les services. Non, en parlant de protectionnisme, au Royaume-Uni, vous connaissez quand même très bien le Royaume-Uni, il y a un projet de loi qui obligerait les entreprises à lister les travailleurs étrangers maintenant. Ça va très très loin. Mais ça peut aller très très différent de ce qui se passe, puisque vous connaissez le contexte au Royaume-Uni où on est en plein discussion très chaotique et cafouilleuse de l'après, pas de l'après, mais après le référendum sur le Brexit, et que donc il y a eu une proposition du ministre de l'Intérieur, de la ministre de l'Intérieur qui voulait forcer les entreprises un jour ou l'autre. C'est toujours en discussion pour l'instant. Ça n'est absolument pas en discussion puisqu'ils n'ont pas les moyens. Ça ne passera pas, vous dites. Mais non, mais les gens oublient toujours que la Grande-Bretagne est au sein de l'Europe. La Grande-Bretagne est un membre à part entière, doit appliquer toutes les lois européennes jusqu'en sans doute la fin 2019. Non, mais justement, lister les travailleurs étrangers, obliger les entreprises à lister les travailleurs étrangers. Ni dans les propositions de loi, ni dans la législation britannique sur le statut des travailleurs étrangers. Il n'y a rien de changé. Il y a une idée qu'après Brexit, si jamais ça se passe, peut-être, et d'ailleurs elle a été très contestée, cette idée du ministère de l'Intérieur qui était de forcer les entreprises à dénoncer d'une certaine façon les travailleurs étrangers, en tout cas expliquer pourquoi et avoir des raisons très précises, comme aux États-Unis. Pourquoi? Et il faut des raisons, des critères. Mais là, y compris européens, hein, on parlait des étrangers européens. Une fois que la Grande-Bretagne sera sortie de l'Union européenne, si elle sort un jour, elle aura tous les moyens de modifier sa législation. Pour l'instant, ça n'est pas le cas et ça ne peut pas être le cas. Raquel Garrido, Jean-Luc Mélenchon, lui, pourrait même sortir de l'Europe. C'est pas l'idée, on part pas des fétistes quand même, l'idée de Jean-Luc Mélenchon. Il dit on pourrait sortir de l'Europe si elle ne remplit pas toutes ces conditions. Oui, c'est pas notre idée, c'est pas de dire qu'on va négocier, puis si on perd la négociation, on canne et on reste. C'est pas supportable le contexte, le cadre légal actuel de l'Union européenne. Du point de vue économique, ce que ça impose, ce marché unique, l'idée du marché unique, voilà, où il y a une libre circulation totale des capitaux, de la main-d'œuvre, etc., n'est pas supportable, n'est pas compatible avec le déclenchement en France d'une grande économie où on peut lancer l'économie de la mer. Donc il faut se refermer. C'est un raisonnement économique qui est quand même très proche, je ne voudrais pas vous insulter, de celui que tenait David Cameron. Enfin, pas David Cameron, mais ceux qui, au sein du Parti conservateur anglais, ont poussé de la même façon que Mélenchon le dit, la procédure qui est de dire on veut négocier en fonction pour imposer nos conditions, et puis si on n'est pas d'accord avec nous, on partira. Je pense que la logique interne au bout du compte, de tout ça, ils ont voté le Brexit. L'Europe, c'est une machine à fabriquer du compromis. Si on y va bille en tête en disant on veut pas de compromis puisque voilà nos trucs, on n'aboutit à rien. Et donc la logique inévitable, c'est de se trouver dans s'engager. Ça fabrique surtout du compromis entre gens qui sont de toute façon d'accord sur les questions économiques. Parce que gouvernements. Les gens dont vous parlez s'appellent des gouvernements. En général, légitimement élus. Mais vous avez le mouvement social-démocrate en général en Europe. Vous prenez le risque en tout cas de vous retrouver... Si vous me laissez terminer juste ma phrase, c'est que ce genre de logique, je pense, une fois qu'on l'a lancée,
il devient même avec toutes les précautions de langage et des oui, il faut négocier, on va y arriver, il devient très vite de faire marche arrière et qu'on met en place un système où d'une part, on ne sait pas ce qu'on va faire après, puisqu'on est dans l'illusion. C'est le cas en tout cas de l'Angleterre. Que c'est possible. Mais c'est pas notre cas. Pour le coup, dans l'avenir en commun, vous savez, on sait ce qu'on annonce qu'on va faire. Une fois qu'on en arrive au niveau du référendum, le gouvernement qui propose le référendum est dans la situation où il a échoué à faire. Oui, David Cameron ne voulait pas le Brexit au final. Donc, mais vous pouvez vous retrouver au pied du mur, ça c'est sûr. Mais officiellement, Mélenchon non plus. Notons quand même que sur Cameron, mais sur la France, Raquel Garrido, il y a eu une aspiration démocratique à donner une opinion sur les questions européennes. Il n'aurait pas été élu s'il n'avait pas proposé le Brexit, et voilà, il était obligé de le faire. Et c'est un des points. C'est la même chose avec Jean-Luc Mélenchon. Lorsqu'il dit on peut sortir de relance de l'activité économique avec un fort engagement de l'État, des grands plans, la transition énergétique. On peut le faire au niveau européen, ça, c'est ce que propose d'ailleurs. En respectant les traités européens. Eh bien non, on ne peut pas respecter les traités européens qui nous empêcheront de faire la transition énergétique. Est-ce qu'on viole les traités européens? Est-ce qu'on viole les traités européens avant de négocier avec nos partenaires d'une manière unilatérale? C'est ça la question. Oui, le cas échéant. Moi, ça me choquerait. Denis Jacquet, une Europe qui se ferme, qui rétablit ses frontières, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça inspire à l'entrepreneur que vous êtes? En fait, au-delà de la petite phrase qui, effectivement, est bien sentie, mais pas à grand-chose, mais il y a des phrases qui restent comme ça, parce que c'est des formules... Ouvertes, mais pas offertes, l'Europe. Voilà, ça fait très bien dans une phrase, dans les 10 phrases de l'année, etc. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit... On a échoué sur la réciprocité, on a échoué, il fait la liste des échecs. Donc la première chose qu'on constate, c'est qu'en réalité, au bout de 30 ans, 40 ans, on s'aperçoit que l'Europe n'existe pas. Qu'on a échoué sur ses promesses, qu'on a échoué sur ce qu'aurait dû être une Europe, c'est-à-dire une Europe avec plus de pouvoir, une capacité à représenter quelque chose d'unifié, où on passe notre temps à dire « Oh, regardez ces méchantes boîtes du digital qui défiscalisent en Irlande », parce qu'on a juste été incapable d'harmoniser la fiscalité européenne. Bref, elle a échoué dans les missions qu'on lui avait attribuées et qui se gargarise en permanence en disant « c'est un espace de paix ». Bon, ça c'est bon, l'argument on l'a connu, il faut passer maintenant à autre chose. Et la deuxième, c'est surtout que les peuples, c'est toujours un peu pédante que d'utiliser ce mot-là, mais ne comprennent pas l'Europe. Elle n'est pas lisible, elle n'est pas compréhensible. Ils savent pas. Non, c'est pas d'utiliser le mot c'est pas comprennent. C'est de dire qu'ils comprennent pas. Ils ne voient pas l'intérêt de l'Europe, ils ne voient pas en quoi ça les a défendus, ils ne voient pas le bénéfice qu'ils en ont retiré. Elle est devenue trop technocratique. Elle est devenue technocratique et le cri du Brexit comme d'autres, c'est de dire mais il y a une telle déconnexion entre ce que vous pensez nous vendre et ce qu'on vit au quotidien, on ne voit pas. Parce que fondamentalement, c'est pas 80, 100 000 ou même 200 000 migrés au milieu d'une population de plus de 300 millions qui vont déstabiliser ni nos économies ni nos cultures. C'est que fondamentalement, c'est le reflet de quelque chose que les gens ne comprennent plus. C'est je n'ai plus de place pour moi, pourquoi j'en donnerai pour les autres? C'est un repli, c'est une tristesse, c'est un échec. C'est un peu facile, je trouve, ces généralités. C'est ce que les gens disent. Oui, mais parce que là, je vous parle de vous, moi. Alors justement, on va parler d'une mesure concrète dans cette deuxième partie de l'émission, les travailleurs détachés. Parce que Bernard Cazeneuve en a reparlé, ça devient un peu au cœur du débat politique. Donc un travailleur détaché, c'est donc un travailleur européen, par exemple polonais. Il va travailler dans un autre pays où les cotisations sociales sont plus élevées, mais il travaille au régime de son pays. Donc évidemment, ça coûte moins cher à l'entrepreneur de l'autre pays de l'embaucher. Il y en aura entre 200 000 et 300 000 de travailleurs détachés, donc illégaux. Est-ce du dumping social, Pierre Briançon? A priori, il y a une directive qui dit qu'il doit être soumis à la loi du pays où il travaille. La directive dont vous parlez est en voie de révision, notamment parce que tout le monde est bien conscient des défauts et voir au relent de scandale que revêtait sa version initiale. Et deuxièmement, il faut aussi... Donc c'est un scandale. Il faut aussi réaliser que l'Europe, c'est une entité à 28 pour l'instant, à 27 bientôt, et qu'il y a deux Europes qui s'affrontent sur ce sujet. Que dans la matière, une fois que le cheval est sorti de l'écurie, c'est plus difficile de le faire revenir en disant non, on recommence. Donc là, on est en train de rassembler les pays de l'Est et les pays d'Europe occidentale. Tout le monde est d'accord pour réviser cette directive, mais pour reprendre une discussion qu'on avait à l'instant, elle n'est pas appliquée. L'Europe, c'est une machine à accoucher de compromis. Elle y arrive ou elle n'y arrive pas, et on est dans ce truc. Mais le diagnostic est fait, et là, on se trouve vis-à-vis. Alors, ce qui rend peut-être les choses un peu plus faciles, notamment en Europe de l'Ouest, c'est qu'il se trouve que les pays qui se réclament si fort de l'Europe et des principes soi-disant européens, la Pologne, la Hongrie, sont ceux qui sont dotés de gouvernements que personne n'envie, globalement. Aujourd'hui, qui sont probablement les moins européens de tous. Et qui, en plus, n'en finissent pas d'essayer de provoquer l'Europe de manière contestable. Donc, ce sera sans doute plus facile aux autres de dire... De leur imposer le coefficient de sympathie vis-à-vis de pays comme la Pologne et la Hongrie est quand même énormément diminué. Raquel Garrido, sur les travailleurs détachés. Ouais, c'est un sujet dans lequel il y a beaucoup d'hypocrisie parce que
tout le monde dit... C'est du dumping social ou pas? Bien sûr qu'il y a du dumping social, mais pas du dumping social illégal, c'est du dumping social légal. C'est ça qui est scandaleux. Manifestement, la directive dit que c'est illégal parce que ce n'est pas conforme à la directive. Oui, d'accord, mais ça c'est epsilon. Le vrai scandale, c'est ceux qui viennent légalement en application du principe du pays d'origine et qui effectivement, par exemple, sous la commande publique en France, tout le nouveau bâtiment du ministère de la Défense a été construit par des personnels sous statut de travailleurs détachés. Et en plus, c'est une situation absolument perverse parce qu'il n'y a pas de délai maximum. Donc, il n'y a pas de critère de temps. Donc, on peut être détaché pendant un mois. Alors qu'a priori, c'est censé être temporaire. C'est un peu l'idée au départ, mais sauf que la réalité, c'est que personne ne veut toucher à ça. Vous êtes pour une réforme également de ce point de vue-là? C'est pas vrai que personne ne veut toucher à ça. Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, Raquel, ça n'est pas vrai que personne ne veut toucher à ça. Tout le monde veut toucher à ça. Tout le monde veut. Qu'est-ce que vous proposez très vite pour faire réagir Denis Jacquet? Là, ils votent au Parlement européen. Qu'est-ce que vous proposez, Raquel Garrido? Vote pour à chaque fois. Là, il y a eu un vote récemment encore sur la question des travailleurs détachés. Le groupe socialiste et le groupe de droite, et même le Front National s'est abstenu. Qu'est-ce que vous proposez, Raquel Garrido, en une seconde? Vous proposez de réformer mais il y a un principe d'égalité des droits pur jus. Il ne peut pas... Si les gens travaillent en France, il doit avoir le droit du travail qui s'applique et les cotisations afférentes. C'est aussi simple. Denis Jacquet. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour la fiscalité, c'est vrai pour le dumping social. À un moment donné, avec des pays aussi différents, on se demande comment on va quand même faire tenir un assemblage avec des équipages et des coéquipiers qui sont dans des États aussi différents. Donc tout ça ne peut tenir que par des... Ça fait des années que ça dure en plus, ça, c'est problématique. Et après, c'est la responsabilité, effectivement, autant du public que du privé, de dire on ne peut pas accepter des choses comme ça. Il n'y a aucune raison qu'on vienne se faire du dumping, ce qui alimente encore plus la défiance de l'Europe, où des travailleurs sur place disent alors en gros, on se fait concurrencer par les gens qui sont dans un même espace que nous. Donc ils n'y croient à nouveau pas. Donc il manque un peu de courage politique pour que tout ça... Complètement. Voilà, de la parole. Comme M. Valls qui parle 49.3. Il y a un problème. Il y a ces gens en double parole. On refait l'émission. C'est un problème démocratique au final. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.